Les victoires à domicile, ça fait toujours quelque chose, peu importe le sport. Il y a une belle symbolique, si vous êtes un peu patriote, à voir votre équipe de foot gagner dans leur pays. Et en France, on a le petit flex que notre première étoile au maillot ait été acquise à la maison quand même. Et en Formule 1, c'est pareil. Certaines victoires à domicile ont marqué l'histoire, notamment la première victoire de Gilles Villeneuve en 1978 sur le circuit de l'île Notre-Dame à Montréal au Canada. Alors, on m'a demandé de citer un truc plus récent. Bon, on ne s'est jamais autant rapproché de la paix dans le monde que lorsque Charles Leclerc est devenu le premier pilote monégasque depuis là longtemps à gagner le Grand Prix de Monaco en 2024. Et en France aussi, à vrai dire, on a eu des victoires à domicile. Mais si je vous cite Jean-Pierre Javouille à Dijon-Prenois en 1979 ou René Arnoux en 1982 au Paul Ricard, vous allez sans doute dire que, déjà on s'en bat les couilles, mais aussi c'est pas forcément plus mémorable. Surtout que Dijon 79, c'est connu pour autre chose. Mais voyez-vous, on a peut-être cette réaction par rapport à nos victoires à domicile, parce que, contrairement aux Canadiens qui n'en ont eu qu'une, ou d'autres pays qui n'ont même jamais vécu ça, nous on en a eu plusieurs. Parce que oui, pour chaque Michael Schumacher en Allemagne, Lewis Hamilton en Grande-Bretagne, ou même Max Verstappen aux Pays-Bas plus récemment, il y a eu plein de GP de Hongrie, de Portugal ou d'Australie qui n'ont pas de vainqueur du pays pour survolter les foules. Ah ouais, vous avez bien entendu. L'Australie. Vous savez, le pays qui nous a donné les champions du monde Jack Brabham et Alan Jones, ce Jack Brabham, oui, le triple champion du monde qui a gagné le titre avec sa propre voiture là. Eh bien, que ce soit lui, Jones ou des vice-champions comme Mark Webber, personne de la grosse île avec les grosses araignées qui font peur n'a réussi à gagner chez lui. Et comme cette année encore, la saison de Formule 1 commencera en Australie, que j'étais #Team Oscar pour champion 2025, ne me demandez pas comment ça s'est passé s'il vous plaît, je vous propose de voir ensemble comment on en est arrivé là. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle des statistiques un peu niche de la Formule 1, et parfois de sujets moins basés sur des chiffres. Bon, en vérité, cette sorte de malédiction entre guillemets dont je vous parle n'a pas vraiment existé avant les années 2000. Et ce, malgré la présence du Grand Prix d'Australie au calendrier depuis 1985, d'abord à Adélaïde, puis à l'Albert Park de Melbourne à partir de 1996. Pour cause, malgré la présence précoce des Australiens dans le monde de la F1, dès les années 50 à vrai dire, avec Jack Brabham notamment, au moment où le Grand Prix est apparu, y avait plus d'Australiens de haut profil sur la grille. Notre histoire commence donc seulement dans les années 2000, quelques années après le changement de circuit pour le Grand Prix d'Australie d'Adélaïde à Melbourne, qui s'est accompagné par un changement de place au calendrier. Et alors, qui c'est qui a ressuscité les sports australiens ? La saison 2002 commence, comme depuis 1996, à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Cette année, 2 rookies arrivent sur la grille, le Brésilien Felipe Massa à Sauber et l'Australien Mark Webber à Minardi, écurie italienne là de longue date mais qui n'a toujours pas vu le succès et qui ne le verra jamais. Le premier truc notoire chez Mark est sa mâchoire carrée, presque autant que le légendaire visage de David Coulthard, et le deuxième c'est qu'il part 18ème sur la grille de départ mais parvient à finir 5ème à... 2 tours du vainqueur, un petit allemand pas connu appelé Michael Schumacher. Vous pouvez sans doute imaginer que Mark a surtout mené une guerre d'attrition, et oui, beaucoup de ses concurrents ont abandonné, mais bon, il a survécu avec une Minardi, alors autant vous dire qu'il a quand même un peu mérité. Pour vous dire le niveau de la voiture, les 2 points de la 5ème place de Mark en Australie seront les 2 seuls points que Minardi marquera de la saison 2002, finissant 9ème sur 11. Ouais. Enfin, c'est rare qu'un pilote gagne son GP à domicile dès sa première participation, parce que le seul que je peux citer de tête, c'est Gilles Villeneuve en 1978. Donc la malédiction, bof, hein. Mark fait ensuite son petit bonhomme de chemin. En 2003, il rejoint Jaguar, qui est à peine meilleur que Minardi, donc le GP d'Australie, ça allait pas être non plus pour cette année. Ça n'allait pas non plus être 2004, où la Jaguar est de toujours pas mieux, et de toute façon, Ferrari est en train de danser sur toutes les autres écuries, ou presque, avec la SF 2004. Alors autant dire que ça n'allait pas être possible, même si la Jaguar était soudainement vachement meilleure. Mark va ensuite à Williams pour la saison 2005, où il finit 5ème en Australie. Williams c'est tout autant dans le milieu de bas de tableau du classement comme Jaguar l'année d'avant, mais Mark a encore réussi à mettre une voiture pas ouf 5ème, donc GG 2006 2006 lui sourire à moins, vu qu'il abandonne sur rupture de transmission au 33 ans. Je suis vraiment très mauvais aujourd'hui. 2006, lui, sourira moins, vu qu'il abandonne sur rupture de transmission au 33ème tour. Ah, mais ça ne saurait tarder, hein. Faut qu'il y aura une bonne écurie, peut-être. Cette opportunité semble se présenter en 2007, quand Mark rejoint Red Bull, anciennement... Jaguar. Ah, le monde est petit, un truc du genre.
Maintenant, là, armé d'un bon gros budget financé par la cadette actuellement sur mon bureau et ayant recruté le seul, le grand, l'unique Adrian Newey, vous savez, juste le mec qui a fait dominer Williams et McLaren dans les années 90 et qui nous a ensuite en partie amené la domination écrasante de Red Bull dans les années 2020, rien que ça, l'écurie est prête à enfin gagner des courses parce que bon, ça commence à être humiliant. Le souci, c'est que la voiture, c'est pas une fusée. Surtout par rapport aux McLaren qui se battent entre elles. Je me demande si ce petit jeu de Lewis Hamilton ira loin, tiens. Et Mark ne finit même pas dans les points pour sa première course avec sa nouvelle écurie. Et en 2008, c'est encore pire. Il doit abandonner dès le départ après avoir été percuté par Sebastian Vettel, un petit jeune tout juste titularisé à Toro Rosso. Aïe. Comment ça, Sebastian Vettel a gagné une course avec Toro Rosso ? Alors que nous, on n'a toujours pas une seule victoire. D'ailleurs, on n'a pas gagné depuis qu'on s'appelait Stewart GP en 99 avec Johnny Herbert. Ah ouais. Ah ouais. En 2009, suite au départ en retraite de David Coulthard, Mark se retrouve avec un nouveau coéquipier, un certain petit jeune du nom de Sebastian Vettel, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2008, et aussi le mec qui a percuté Mark à Melbourne l'an passé. Le monde est petit, un truc du genre. Petit jeune très ambitieux, que leurs patrons n'ont aucun souci à privilégier face à lui, parce que Baby Shumi, comme il est appelé, a clairement un certain talent, et Mark en sera une victime indirecte. C'est pas vraiment un spoiler, hein. Bon, de toute façon, ce sont les Brown GP ex-Honda qui gagnent en Australie, donc Mark, finalement, ça l'avance pas, surtout que la voiture, elle finit 12ème. On est vachement loin du double Brown quand même. Après, Jenson Button finit champion du monde, donc on va dire qu'il y a plus honteux. 2010. Changement de régulation. Le truc que Brown utilisant l'an passé pour dunker sur la grille vient d'être interdit, et Red Bull fait partie des écuries qui ont chopé le coup avec Ferrari et McLaren, que vient de rejoindre le champion du monde en titre. Red Bull Renault, oui c'est un moteur Renault, ne brille pas particulièrement en début de saison, puisque ce sont Fernando Alonso de Ferrari puis Jenson Button, ce fameux Jenson Button, qui gagne les premières courses. Mark, à vrai dire, il finit 9ème à Melbourne, décrochant 2 points. Même avec un changement de régulation, il y est abonné à ces 2 points. Cette fois, c'est pas la voiture. Mark a percuté Hamilton à quelques tours de la fin de la course quand celui-ci a freiné dans une tentative de dépasser Alonso. Il a donc dû repasser au stand pour aller changer son aileron. Coup dur. Est-ce que 2011 sera son année alors ? Probablement pas. Ça s'annonce mal en tout cas. Mark se qualifie nettement moins bien que son coéquipier parce que son châssis semble avoir des problèmes d'adhérence que par contre Sébastien Vettel il a pas. En course, c'est pas mieux parce que si Sébastien y passe le moment de sa life, gagnant en claquant 22 secondes au second Lewis Hamilton, Mark, lui, il passe une course de merde. Les problèmes d'adhérence se sont clairement pas améliorés, donc garder la piste est infernal, et c'est donc facile de le passer pour les voitures plus rapides. Il finit 5ème, mais arrête sa voiture sans même finir le tour d'honneur, sans doute déçu de voir ce que la voiture est capable de faire quand elle ne menace pas de se dérober. Ah, c'est pas juste ça. On remet ça en 2012 ? Alors, ou pas. Ouais, on va pas commenter ces résultats, hein, je pense. Bon, de toute façon, Marc, il commence à se dire que c'est compliqué, là, quand même, non ? Je me demande s'il va pas bientôt se barrer, d'ailleurs. Sans trop de surprise, et après une saison passée vachement en demi-teinte, en 2013, Mark Webber tire sa révérence, sans doute lassé par son écurie qui le met perpétuellement numéro 2 de Sebastian Vettel malgré ses propres compétences. Red Bull décide donc de le remplacer, au même rôle, par un jeune pilote qui a impressionné les hauts placés d'abord à HRT, j'en parle pas d'HRT, hein, mais c'est une des pires écuries de l'histoire de la F1, hein. Puis, et surtout à Toro Rosso, un certain Daniel Ricciardo. Ils ont donc remplacé un Australien par un autre, j'imagine pour ne pas troubler la tranquillité de Baby Shumi, qui devait s'être habitué à l'accent australien de son coéquipier. Daniel prend donc ses responsabilités en 2014, clairement désigné numéro 2. Mais bon, il est plus jeune que son coéquipier, il n'a jamais fait de podium, et le coéquipier en question est quadruple champion du monde en titre, donc en vrai, c'est pas une honte on va dire. Malheureusement pour Daniel, même si son coéquipier s'était planté dans un mur dès le début de la course, il est très loin de pouvoir gagner le Grand Prix d'Australie lors de sa première saison chez Red Bull. Et pour cause, nous sommes en 2014, et le changement de régulation n'est pas du tout au bénéfice de Red Bull. À la place, ce sont les Mercedes qui se foutent de la gueule de tout le monde, et donc seuls Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont vraiment des chances de gagner à peu près toutes les courses. En l'occurrence, cette fois, la Mercedes de Hamilton l'a lâché tour 2, mais pas celle de Rosberg qui l'emporte haut la main. Daniel finit toutefois un très digne second devant un petit rookie du nom de Kevin Magnussen et se fait disqualifier pour une infraction au début de carburant qu'une nouvelle règle vient limiter depuis cette année.
La direction de course déclare avoir signalé le problème à Red Bull pendant la course, qui visiblement s'en est battu les couilles, et une fois la décision d'exclure le pilote des résultats exécutés, l'écurie a décidé de faire appel, évoquant que le débitmètre fourni par la FIA ne fonctionnait pas correctement. Soyez surpris si je vous dis que la FIA a rejeté l'appel et que la décision a été entérinée un peu plus tard. Allez, on la remet en 2015, où Daniel a un gros coup de chatte. Sébastien Vettel a décidé de rejoindre les sirènes de Ferrari, suivant les pas de son modèle et compatriote Michael Schumacher, et Daniel va donc peut-être décrocher un contrat numéro 1. Ses patrons décident alors de promouvoir le pilote russe Daniil Kvyat, jusque-là à Toro Rosso, et qui ne bénéficie pas particulièrement d'un traitement de faveur là-bas. Bon, ça compte pas vraiment puisque les Mercedes continuent de tout rafler, donc c'est pas comme si ça a changé grand-chose à nos histoires. Idem en 2016, où le combat entre Hamilton et Rosberg pour la couronne finale continue de monopoliser l'attention. Y a pas vraiment de suspense. Y a pas vraiment grand-chose d'autre sur quoi se concentrer d'ailleurs pour ça. Sauf que mi-2016, retournement de situation, suite à quelques incidents, y compris un qu'il a vu être qualifié de torpille par Sébastien Vettel, Daniil Kvyat est renvoyé à la case Toro Rosso pour peser le poids de ses péchés et est remplacé par un petit jeune de 19 ans du nom de Max Verstappen. On va vous dire que les chances de Daniel de gagner le Grand Prix d'Australie sont encore plus basses qu'avant, hein, parce que vous savez qu'est Max Verstappen, je pense pas avoir besoin de vous le présenter. 2017 ne sourit donc pas non plus à Daniel, parce que Mercedes continue de dominer la grille, même si cette fois c'est Hamilton tout seul qui fait le show, son coéquipier Valtteri Bottas étant contraint au rôle de numéro 2, à cause de ce qu'on a appelé les Silver Wars, qui est un sujet qu'on n'abordera pas sur la chaîne parce que j'ai la flemme. Pourtant, c'est en fait un certain Sébastien Vettel qui gagne en Australie, inaugurant cette saison pourtant bien ennuyeuse d'une façon un peu surprenante. Red Bull est satisfait de la course de Max Verstappen, qui a recollé à l'autre Ferrari de Kimi Raikkonen en fin de course, la RB13 étant visiblement proche des Mercedes et Ferrari en ce début de saison. Et ça tombe bien, Daniel a abandonné sur pas de moteur au 25e tour. Seb Vettel, lui, passe la collade à son vieil ami Mark Webber pendant ce temps-là, venu l'interroger pour Formula One Media. Le monde y reste petit hein, sur le paddock. Allez, 2018. Cette fois, Daniel finit 4ème, derrière les deux Ferrari et Lewis Hamilton qui lui a fini second. Décidément, la chance ne lui sourit toujours pas, il n'arrive même pas sur un podium. Il n'y a rien de vraiment notoire à dire à ce sujet, vu que Max Verstappen non plus n'allait pas la gagner cette course. C'est simplement comme ça que ça se passe des fois en Formule 1. Demandez à Hamilton ce qu'il en pense, tiens, lui qui aurait probablement gagné la course si le chef de sa Mercedes l'avait pas trahi puis poussé à commettre une erreur sur son concurrent principal. Daniel, un peu comme un certain Fernando Alonso, a ensuite fait des choix de carrière un peu étranges. Il rejoint en effet Renault, qui est alors en relatif milieu de tableau. Bah, c'est pas immonde, hein, mais on est loin du mastodonte Mercedes qui continue d'écraser le reste de la concurrence en cette assez ennuyeuse fin de l'ère turbo-hybride. De toute façon, s'il voulait gagner sa course à domicile, il aurait toujours autant fallu qu'il rejoigne Mercedes, hein, parce que c'est encore et toujours l'écurie à battre. Oui, rassurez-vous, ça lasse tout le monde, parce que seuls les Ferrari arrivent un peu à les rivaliser, mais même là c'est inconstant. 2019 ne le voit pas finir la course non plus, puisque Daniel casse son aileron avant dès le premier tour en tentant d'esquiver la Force India de Sergio Pérez, se prenant une bosse en le contournant sur l'herbe. Il rentrera au stand une vingtaine de tours plus tard, sa Renault trop endommagée pour continuer. On verra plus tard pour le premier podium avec l'écurie. 2020 n'est pas mieux pour Daniel, parce que le Grand Prix d'Australie est annulé en toute dernière minute. Tellement en dernière minute que les tickets étaient vendus et que les gens étaient déjà en route à ce stade, à cause d'un virus qui commence à faire de sérieux dégâts. On pourrait faire une vidéo entière sur le bazar engendré par l'annulation surprise du Grand Prix d'Australie 2020, qui est beaucoup plus notoire que des cas pas si différents que ça par le passé, coucou Grand Prix d'Argentine 1982, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le calendrier va vite se retrouver chamboulé, et l'Australie n'est que la première d'une série de destinations qui ne verront pas leur course. Après cela, Daniel rejoint cette fois McLaren, qui a fini d'avoir un moteur de Formule 2, où il devient cette fois le coéquipier d'un jeune pilote appelé Lando Norris. Je me demande si ce mec va finir par gagner une course un jour, tiens. Le McLaren elle s'est couchée par les Mercedes et même la Red Bull, très ironiquement, et l'écurie se fait noyer par la guerre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre pilote. Autant dire que Daniel n'allait pas gagner à domicile cette saison encore. Donc je vous dis ça, mais ça compte même pas, parce que le Grand Prix d'Australie n'a pas lieu non plus en 2021. Même raison que l'an passé, ce qui explique le calendrier franchement chelou de la saison, qui va 2 fois en Autriche et fait un crochet en Turquie à la place. Décidément, même le destin il refuse que le cadre australien gagne devant les siens. Cela dit, le Grand Prix revient au calendrier en 2022. Mais pour Daniel, c'est un peu pareil qu'en 2021, parce que la McLaren, elle est pas sortie vainqueur du changement de régulation. Et cette fois, c'est Red Bull qui a vraiment compris comment faire fonctionner l'effet de sol récemment introduit.
Décidément, Danny aurait mieux fait de rester avec ses vieux patrons et son bon copain Max, parce qu'en plus, ses relations empirent sans arrêt avec ses patrons actuels, surtout vu les résultats de l'écurie. À la fin de la saison 2022, McLaren et Daniel Ricciardo décident de se séparer, et faute de contrat, Daniel se retrouve sans baquet pour 2023. La malédiction du Grand Prix d'Australie a encore emporté quelqu'un, n'épargnant même pas ceux qui sont les plus populaires dans le pays, et ailleurs aussi, je pense sincèrement qu'on pourrait faire tout un exposé sur la popularité médiatique de Daniel Ricciardo, mais pas sans que quelqu'un d'autre puisse en profiter, parce que rappelez-vous, le monde est petit. En 2023, alors que Daniel Ricciardo est 3ème pilote et homme sandwich pour son ancienne écurie, un nouvel Australien arrive sur la grille, cette fois pour l'écurie McLaren en remplacement de Daniel Ricciardo. Ils ont un truc pour remplacer des Australiens par des Australiens en Formule 1 ? Cette fois, notre protagoniste est bel et bien rookie, et c'est même le cadet de la grille du haut de ses quasi 22 ans. Avant même d'arriver en Formule 1, il s'est illustré l'année passée en dénonçant très publiquement sur Twitter qu'il ne concourrait pas avec l'Alpine l'an prochain. Vous savez qui c'est si vous vous rappelez de cette affaire. Ce rookie, il s'appelle Oscar Piastri, et son manager n'est nul autre que Mark Webber. Le hasard veut qu'Oscar soit né et ait vécu à Melbourne jusqu'à ce qu'il déménage en Europe pour sa carrière. Sa mère Nicole raconte d'ailleurs qu'il allait écouter les moteurs de Formule 1 dans le jardin lors du Grand Prix d'Australie, au lieu de juste les regarder à la télé comme un gamin normal. Ayant été champion de Formule 3 puis de Formule 2 d'une année à l'autre, comme certains autres pilotes du haut de grille, vous avez peut-être entendu parler de Charles Leclerc ou de George Russell, il est sans aucun doute le plus grand espoir australien depuis le départ de Danny Ric. Bref, s'il gagnait une course, il gagnerait encore plus à domicile que les autres. Ça tombe bien pour sa première participation à cette course qui a partiellement fait son enfance quand même, la McLaren pue la mort. C'est en fait la pire voiture de la grille, pire que la Sauber Alfa Romeo, pire que l'Alpine, pire même que la Haas. Au premier Grand Prix de la saison, les McLaren se qualifient 19ème et 20ème, Oscar derrière son coéquipier qui, oui, est toujours autant Lando Norris, lui il est pas parti. Autant dire qu'il a zéro espoir de remporter ce Grand Prix d'Australie 2023. Cela dit, franchement ses résultats pourraient être pires. Oscar survit au chaos qui marque la course, qui a eu 2 voitures de sécurité, et son coéquipier plus expérimenté ne finit que 2 places devant lui, en 6ème place. Oscar marque donc 4 points pour sa 8ème place quand même, ce qui, vu le début de saison, est finalement pas si mal que ça, je vous jure. Les choses vont un peu mieux en 2024, parce que McLaren a connu une évolution fulgurante en 2023, et Oscar a même remporté la course sprint au Qatar en fin de saison. Bon, tout le monde s'en foutait parce que tout ce qui a compté c'est le titre de Max Verstappen, mais voilà. Elle n'est toutefois pas encore aussi rapide que la Red Bull, évidemment, qui continue de dominer la grille, enfin au moins entre les mains de Max la menace, hein, ou même les Ferrari qui font chaud ce week-end là, parce que bon, Sergio Perez il fait un peu la gueule à côté. Finalement, Oscar ne montera pas sur le podium, mais suite à l'abandon de Verstappen, lui-même dû à une rupture de frein en début de course, son coéquipier Lando Norris finit 3ème. La victoire de Carlos Sainz, 2 semaines après son appendicite surprise à Jeddah, est le sujet principal du week-end, cela dit, et Oscar devra donc retenter sa chance l'année prochaine. Non, on va pas parler du double DNF de Mercedes qui était l'autre événement, d'accord ? 2025, là c'est une édition prometteuse pour notre jeune Australien. Il est dans l'écurie championne du monde en titre, après une saison qui a vu la voiture devenir de plus en plus dominante. J'ai écrit dépendant dans mon script. L'an passé, Oscar a d'ailleurs gagné ses premiers Grands Prix. Il a une mentalité à faire un peu peur pour quelqu'un qui casse sa 3ème saison de Formule 1, et on nous rappelle, une fois de plus, qu'il est natif de Melbourne. C'est l'enfant local, ils l'ont enregistré pour faire les annonces dans le métro et ça saoule ses sœurs. C'est pour vous dire, l'Australie, ils sont prêts. Ah, il pleut ce week-end. Ah, il pleut beaucoup même. Malgré les conditions apocalyptiques, Oscar garde le cap derrière son coéquipier la majorité de la course. Malheureusement pour lui, il est victime d'aquaplaning au moment de la seconde voiture de sécurité. Et contrairement à Norris qui va vite réussir à se remettre en piste, Oscar part tondre la pelouse de l'Albert Park au point où un abandon semble en vue. Et pourtant, il parvient à sortir sa voiture de là. Alors certes, il est en fond de grille et la victoire vient de définitivement lui glisser des mains, mais il est encore là. Après des efforts face à la tempête, Oscar réussit quand même à finir 10ème. Bon, c'est un résultat de consolation, mais c'est déjà ça. Il pourra ruminer les conséquences de cette erreur plus tard, quand Lando et le gang auront fini de verser du champagne sur le podium. Pour la mention, parce que sinon on va me poser la question, en plus d'Oscar Piastri, il y a un second Australien sur les premières grilles de départ de 2025, à savoir Jack Doohan à Alpine. Oui, le fils de Mick Doohan pour ceux qui se demandent. Je vous dirais bien que rien qu'avec la tête de son contrat et le fait qu'on savait tous que ce bon gros connard de merde Flavio Briatore allait le remplacer avec le bien plus avantageux financièrement et médiatiquement Franco Colapinto dès que possible, Jack n'avait aucune chance de gagner.
Et ça ne suffirait même pas à expliquer, hein, parce qu'en plus, l'Alpine de 2025 est moins rapide que ma tondeuse à gazon. Donc bonne chance. Ça s'est fini en DNF, de toute façon pour Jack, histoire de respecter la tradition australienne. Et comment ça s'annonce alors pour 2026 ? Difficile de vous dire, cher public, parce que la saison n'a même pas encore commencé, et au moment où je scripte cette vidéo, les essais hivernaux ont commencé, mais c'est pareil, c'est un peu dur à dire qui c'est qui est en train de sandbag et qui c'est qui est vraiment en train d'en chier, donc autant vous dire que j'en sais rien. Vous me verrez, cela dit, lever à 4h du SBA le 6 mars pour souhaiter bonne chance à Oscar et au reste du gang. Comment ça s'appelle 6 mars ? Now 72 seconds ahead. That's a replay of a oh, that is not very polite, Heinz.